Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de l'immigration polonaise en France et spécifiquement de l'immigration polonaise dans les mines de charbon qui était le principal endroit en fait où les Polonais se sont embauchés en France. Pas le seul, loin d'être le seul, et on va évoquer un peu les autres cas, mais on va se concentrer surtout sur la question des mines parce que comme je vous l'ai dit c'est le principal lieu de recrutement, mais aussi parce que c'est mon sujet de recherche, donc c'est le sujet qui m'intéresse le plus et sur lequel je travaille le plus. Cette immigration en soi existait déjà avant la Première Guerre mondiale, mais c'est l'après-Première Guerre mondiale qui va vraiment l'accélérer. Puisqu'en 1919, la France et la Pologne vont signer une convention d'immigration qui facilite la venue et le recrutement de mineurs polonais, enfin globalement de travailleurs polonais, mais c'est essentiellement les mines qui vont l'utiliser. Il s'agit alors de faire face au manque de main-d'œuvre en France et aux besoins de la reconstruction. De son côté, la Pologne est un pays qui connaît une forte démographie, mais qui a une faible industrialisation, avec une population agricole pauvre, et donc c'est un pays qui connaît une forte exode rural, parce que les campagnes ne suffisent pas à nourrir sa population rurale, mais sans une industrie urbaine capable d'accueillir cette population. Donc ça a toujours été un pays d'immigration depuis longtemps, enfin un pays, puisque le pays n'existait pas à une époque, mais cette région-là a toujours été une région où il y avait de l'immigration. Il y a eu des départs vers les États-Unis, mais les frontières du pays se sont en partie fermées depuis. Il y a l'Allemagne également, qui est un pays qui a toujours accueilli pas mal de Polonais, donc y compris des Polonais qui étaient dans l'Empire allemand avant la Première Guerre mondiale. Mais depuis qu'une partie de son territoire a été cédée à la Pologne, la République de Weimar est réticente à continuer de prendre des ressortissants de ce pays. De son côté, la France, qui déjà avait accueilli quelques Polonais avant la guerre, notamment même quelques mineurs déjà, donc notamment par exemple Thomas Olszanski, qui est arrivé avant la Première Guerre mondiale et qui va être une figure majeure du syndicalisme et du communisme au sein du mouvement polonais, au sein de la population polonaise, mais il va également avoir de la main-d'œuvre agricole et d'autres industries qui avaient déjà recruté avant. Mais maintenant, avec la disparition des deux principaux pays d'immigration qui étaient l'Allemagne et les États-Unis, la France devient le principal recours. Cette convention permet la signature de contrats collectifs pour les Polonais et le recrutement sur place. Elle est également censée assurer une garantie d'égalité de salaire, même si dans les faits il peut y avoir quelques non-respects de ça, notamment en s'appuyant sur le fait que les Polonais, souvent ne maîtrisant pas le français, ne connaissant mal leurs droits, c'était plus facile de les avoir et de les gruger, quoi. Mais elle marque une rupture avec l'immigration d'avant, qui était une immigration beaucoup plus personnelle et individuelle, qui est remplacée désormais par une politique globale impulsée nationalement et s'appuyant sur des pratiques issues de la guerre lors de laquelle la France avait recruté en masse une main-d'œuvre déjà étrangère, venue des colonies, africaines et asiatiques essentiellement, et globalement un conflit qui avait renforcé l'interventionnisme étatique qui avant était assez faible. Ainsi, entre 1919 et 1931, la période vraiment d'arrivée, on estime qu'il y a eu 600 000 Polonais qui sont venus travailler. On estime que 600 000 Polonais sont venus en France, essentiellement dans les mines de charbon. Même si dans les 600 000, il n'y a pas que les mineurs, il y a leurs familles également. Ils sont du coup, durant cette période, la seconde nationalité étrangère la plus présente en France, après les Italiens, qui sont aussi un pays d'immigration qui ont été très nombreux à venir en France. Ils sont souvent transportés par convois ferroviaires qui amènent les Polonais par centaines dans des conditions de transport souvent bien mauvaises. Les wagons sont inconfortables, surchargés, ils sont mal nourris. Cependant, ces conditions de transport vont s'améliorer à la fin des années 1920, et donc, notamment les conditions d'hygiène et la surpopulation. La majorité donc venait par train, il y avait aussi quelques départs par bateau, mais c'était plus minoritaire. La majorité venait par train et arrivait à Toul, où ils étaient ensuite dispatchés après un séjour dans un centre vétuste, où globalement, voilà, on faisait les vaccinations, on vérifiait qu'il n'y avait pas de maladie, petite quarantaine, puis après on les envoie dans les différents lieux de recrutement. Le premier train va ainsi arriver dès le 14 décembre 1919, et ces Polonais pouvaient arriver en famille. En effet, dans les mines, on a l'habitude de recruter les enfants de mineurs assez jeunes, histoire de les former au travail, et d'avoir ainsi une manœuvre qui arrive régulièrement quand les enfants qui atteignent l'âge, donc à l'époque plutôt entre 13 et 15 ans. Donc les mines vont chercher à recruter des familles pour avoir ces enfants à disposition ou de futurs enfants à disposition, là où notamment la main-d'œuvre agricole va plutôt recruter des célibataires. Ces arrivées vont être permanentes et en très grand nombre jusqu'en 1925, puis elles vont connaître un premier ralentissement avec une période de marasme économique entre 1926 et 1927, mais les arrivées vont quand même après par la suite reprendre un bon rythme jusqu'en 1931, lorsque les effets de la crise économique de 1929 vont commencer à se faire sentir en France. À cette date, on compte 507 811 Polonais recensés en France, plus certains qui sont sûrement présents sur le territoire de manière clandestine. Et sur les 600 000 qui sont venus, il y a eu quand même quelques départs entre-temps, volontaires ou non, et des décès évidemment.
Ils représentent à ce moment-là 17,6% de la population étrangère et 1,2% de la population du pays. Néanmoins, entre 1925 et 1931, l'augmentation de la population se fait moins par l'arrivée de nouveaux travailleurs que par le regroupement familial qui s'accélère, puisqu'au début, pas mal de Polonais sont venus juste dans l'espoir de faire, on va dire, j'allais dire fortune, mais pas vraiment fortune, mais de se mettre un peu d'argent de côté pour revenir en Pologne le plus tôt possible avec un petit pécule, de quoi s'acheter des terres, de quoi s'installer, s'établir et vivre au pays. Parce que les Polonais, à différence d'autres nationalités, ont toujours eu l'espoir de revenir chez eux. C'était pas une immigration pour s'installer, c'était une immigration qui visait juste à travailler, avoir de l'argent et retourner dans son pays. Cependant, avec les années, l'argent mis de côté est insuffisant, puisque ils ont souvent des salaires bas, et que l'argent, donc, une fois dépensé ce qu'il faut pour se manger, payer son loyer, acheter quelques meubles, parce que souvent ils n'ont pas pu en amener avec eux lorsqu'ils sont venus, l'argent de côté, ça prend du temps. Donc à force, ils font venir leur famille avec eux. Le recrutement également se fait de manière plus nominative. En effet, les employeurs se font recommander désormais des personnes par des Polonais sur place, plutôt que de recruter par les centres présents en Pologne, qui recrutent un peu en masse avec juste un examen d'état de santé, de la situation physique de la personne, pour vérifier qu'elle en est apte au travail pour lequel on la recrute. Là, désormais, c'est des recrutements beaucoup plus nominatifs. On demande aux Polonais qu'on a déjà embauchés, est-ce que tu as des gens à me recommander? Le secteur d'embauche aussi se diversifie. Les mines qui avaient été très dominantes jusqu'à présent vont prendre une place moins grande, puisqu'en effet, on est dans une période où les mines de charbon privilégient de plus en plus l'augmentation de la productivité plutôt que l'augmentation du personnel pour augmenter la production. Et donc, les nouvelles embauches vont cesser quasiment à partir de 1930, sauf dans les petites mines, puisque les petites mines du pays vont être souvent en retard dans cette politique d'augmentation de la productivité, moins se moderniser, et vont donc continuer d'embaucher des Polonais. Et ça fut notamment le cas dans la mine de Champagnac, où le nombre de Polonais, qui diminue dans l'ensemble du pays entre 1931 et 1936, continue d'augmenter. Lorsque ces Polonais arrivent, ils ont un contrat de travail qu'ils ont signé en Pologne, et ils vont être envoyés plutôt vers les postes les plus dangereux dans les mines, notamment le poste au fond. Puisque en 1920, ils sont déjà 33% des personnels de fond et ils en sont 58% en 1931, alors qu'ils sont beaucoup plus minoritaires dans le personnel de jour. Ce qui va se développer aussi, c'est un recrutement directement par les compagnies, puisque avant, on avait un système de recrutement étatique, mais elles vont mettre en place, les compagnies minières, la Société Générale d'Immigration, qui va recruter à elle seule 130 000 travailleurs étrangers, en majorité polonais, et qui va donc disposer de son propre centre de recrutement en Pologne à partir de 1923, en parallèle de celui qui est officiel, ainsi que de celui des entreprises agricoles qui vont également mettre en place leur propre centre de recrutement. Et progressivement, la mission de recrutement officielle va s'effacer au profit des deux autres. Ces centres de recrutement sélectionnent, comme je vous dis, en fonction de l'état physique, de la santé de la personne, mais également de leur engagement politique et syndical. On vérifie qu'il ne s'agit pas de dangereux communistes, de dangereux syndicalistes, on veut des travailleurs bien soumis, et du coup, il y en a quand même qui passent entre les mailles du filet, mais on essaye de, à ce moment-là, filtrer pour avoir une manœuvre soumise, et ainsi aussi, du coup, vu qu'ils vont être majoritaires au fond, pouvoir lutter contre le syndicalisme français. En plus des mineurs qui viennent directement de Pologne, il y en a certains qui viennent de Westphalie. C'est en Allemagne, mais c'est une région allemande avec beaucoup de mines qui recrutait beaucoup de Polonais. Beaucoup de Polonais sont venus travailler avant la Première Guerre mondiale, et certains d'entre eux veulent quitter l'Allemagne, où ils ne sont pas forcément bien accueillis, où ils ne se sentent pas forcément bien, c'est un pays vu comme un pays ennemi. D'autres aussi sont rentrés en Pologne, mais ils se sont bien vite rendus compte que la Pologne n'avait pas de quoi les faire vivre. Et donc ces Westphaliens vont aller en France, avec une expérience du travail beaucoup plus importante. Ils vont alors être recrutés plutôt de manière individuelle, il n'y a pas de centre de recrutement qui se mette en place en Allemagne, il n'y a pas d'accord pour ça. Donc on recrute de manière beaucoup plus individuelle, mais ils sont très recherchés. On fait de la propagande sur place, notamment à partir du moment où l'Allemagne va être en partie occupée par l'armée française. On en profite pour faire de la propagande, pour recruter au maximum ces Westphaliens qui ont une expérience, qui sont très efficaces au travail, et qui déjà étaient recherchés avant la Première Guerre mondiale, puisque dès 1909, on a commencé à recruter quelques milliers de Westphaliens dans les mines, alors qu'ils vont être ensuite entre 50 000 et 150 000 durant la période suivante. Le chiffre est très imprécis parce que comme ils arrivent de manière individuelle, c'est beaucoup moins recensé. Et en plus, comme je vous l'ai dit, certains Westphaliens étaient rentrés en Pologne entre-temps et vont donc arriver dans le cadre des convois de Polonais sans être notés comme Westphaliens, alors qu'ils le sont techniquement. Ces deux groupes qui ont des particularités. Les Westphaliens ont une expérience de la vie urbaine, une expérience du travail à la mine beaucoup plus importante. Ils sont un peu une sorte d'élite du travailleur polonais. Ils ont aussi un langage plus germanisé, un niveau de scolarisation plus élevé. Cependant, ils vont aussi former comme globalement une communauté commune en France, avec des pratiques religieuses
qui vont là être plutôt propres, avec notamment leur propre clergé qui est venu avec eux. Même s'il est soumis aux autorités religieuses françaises, c'est souvent un clergé polonais, notamment dans les grands centres miniers. C'est moins le cas là où ils sont moins nombreux les Polonais, mais il va avoir la volonté d'encadrer les Polonais par un clergé polonais. On a également des pratiques culturelles avec des associations, chorales, leurs propres équipes de foot, qui vont aussi bénéficier de l'appui de compagnies minières. Ils ont leurs propres journaux également. Il y a 37 titres qui vont se développer. Il y a 2 grands quotidiens principaux qui avaient déjà été fondés avant 1914 en Allemagne et qui vont arriver par la suite en France. Warius Polski, qui est publié à Lille, et Narodowek, excusez-moi si la prononciation n'est pas bonne, qui lui est publié au cœur du bassin du Pas-de-Calais, et qui lui va perdurer jusqu'en 1989. Les deux sont diffusés à plus de 10 000 exemplaires, et on estime qu'ils sont lus au total par 100 000 personnes. Cependant, cette presse polonaise est très populaire au sein des Polonais qui arrivent en France. Par contre, elle sera de moins en moins lue par les générations suivantes qui vont se reporter vers la presse française. Cette presse va être aussi en partie financée par le gouvernement polonais, notamment à partir de 1926, après l'arrivée au pouvoir de Piłsudski, qui cherche du coup à renforcer son influence et l'influence du régime au sein de la communauté polonaise à l'étranger. Ils ont également leur propre commerce, leur propre banque, et ils vont vivre dans des quartiers, souvent ils étaient majoritaires. Alors il n'y avait pas de quartier où il n'y avait que des Polonais, mais il y avait des quartiers où ils étaient majoritaires, qu'on appelle les petites Polognes, et leur intégration va donc être assez limitée. Ils vont avoir une faible pratique du français, puisqu'il y avait même des cours en polonais qui étaient donnés dans les écoles, avec des maîtres venus de Pologne qui venaient enseigner du coup ces cours, même si ces maîtres étaient sous contrôle des maîtres français. Il n'y avait cependant pas d'école aussi purement polonaise, c'était des cours de polonais dans l'école française. Les femmes polonaises de leur côté qui vivaient dans les petites Polognes sans jamais travailler à la mine et sans être ou ailleurs, et sans du coup être en contact avec les Français, apprenaient rarement la langue, là où les mineurs, les maris, étaient obligés d'apprendre quelques notions de français à force d'être au contact avec les mineurs français. Et globalement, en dehors de la mine, la vie était séparée. Ils se mariaient dans la grande majorité des cas entre Polonais, même s'il va y avoir des différences, notamment dans les petits bassins miniers, où le fait de constituer une petite Pologne va être beaucoup plus difficile, puisqu'ils sont moins nombreux, ils ne sont pas en mesure de composer des quartiers où ils sont majoritaires, ils ne sont pas, notamment à Champagnac, ils vont être certes à une forte proportion dans certains quartiers, à plus de 30% de la population, mais jamais majoritaires. Et ils ne vont pas être assez nombreux pour avoir un réseau de commerce qui leur est propre, avoir leur propre clergé sur place, leur propre cours de polonais sur place. Ils vont être dans ces petits quartiers beaucoup plus intégrés aux Français et j'ai l'impression aussi beaucoup plus du coup acceptés par les Français. Il y avait moins de tensions, en tout cas dans les témoignages que j'ai pu recueillir et dans les traces écrites, de tensions entre les communautés polonaises et les communautés françaises que dans d'autres mines. Il y a également eu moins d'expulsions, comme s'il y avait une sorte plus grande du coup d'intégration de ces travailleurs et donc moins de souhait d'expulser les Polonais prioritairement aux Français, et ce qui me donne l'impression qu'en effet, si les populations ne les ghettoisent pas en les faisant vivre uniquement dans certains quartiers où ils vivent qu'entre eux, l'intégration se fait mieux. Ils vont aussi, dans pas mal d'endroits, assez rejetés par les Français. Ils font l'objet d'une méfiance, d'un rejet qui les accuse de faire baisser les salaires, soit d'un côté parce qu'ils ont de mauvais rendements, soit au contraire parce qu'ils sont trop efficaces, et donc ils font concurrence aux travailleurs français. Il y a également le fait que les compagnies peuvent, comme je vous le dis, gruger sur différents aspects de leur rémunération, notamment la rémunération indirecte, les aides familiales, l'assurance vieillesse, à laquelle les Polonais n'auront pas toujours le droit, des logements moins bons, mais cependant le salaire de base, lui, est souvent le même, puisque c'est garanti par la loi, même s'il y a toujours pu avoir quelques exceptions, malheureusement. Ils sont aussi accusés de voler le travail des Français, alors là ça se voit pendant les périodes de crise où le travail commence un peu à manquer, évidemment, toujours la même organe, l'étranger vient voler le travail des Français. Alors sans prendre en compte que c'est les travails parfois où les Français ne veulent pas, hein. À l'époque c'était les travaux les plus dangereux à la mine, qui commençaient déjà, où une partie des enfants de mineurs commençaient à ne plus vouloir les faire, et où les parents de mineurs ne voulaient pas envoyer non plus leurs enfants. Aujourd'hui, différents travails les moins bien lotis, les plus difficiles, peu rémunérés, avec une mauvaise image, les Français ne veulent pas les faire, et souvent des immigrés qui se retrouvent à les faire. Et puis de plus, leur présence crée aussi une activité économique, crée de l'emploi, du commerce, de la consommation. Ils sont aussi accusés d'être des briseurs de grève. En effet, ils étaient souvent peu engagés politiquement et syndicalement. Déjà à cause de la sélection dont je vous ai parlé au début, vu qu'on excluait les syndicalistes et les communistes lors de l'engagement, évidemment, une fois sur place, on avait une communauté qui était moins sensible à ces revendications-là et moins sensible à la syndicalisation. Mais en plus, ils étaient soumis aux menaces, puisqu'ils pouvaient risquer l'expulsion, ce qui était quand même une menace plus lourde que ce qui pesait sur les Français. On a également le poids du clergé qui les encadrait solidement et qui les dissuadait de s'engager, et clergé qui était également très anticommuniste. Donc ils vont globalement peu participer aux grèves, même si certains vont être des militants.
et que les syndicats vont chercher à les recruter. Alors je vous ai parlé de Thomas Olzanski au sein de la CGTU, qui était à la tête du coup de la section polonaise de la CGTU et du PCF, donc la CGTU va compter entre 2500 et 3000 adhérents polonais en 1930, et il y a eu quelques périodes où elle en a eu plus, mais elle n'a jamais dépassé les 10 000. La CGT, de son côté, parce qu'à l'époque, il y avait deux syndicats, la CGTU et la CGT. La CGT est divisée en deux. La CGTU proche du PCF, la CGT est plutôt proche de la SFIO, même si elle a plus d'autonomie politique. La CGT va mettre plus de temps à s'adresser aux Polonais, mais elle va avoir plus de succès pour plusieurs raisons. D'abord qu'elle a plus de moyens pour mettre en place du coup son recrutement des Polonais, mais également parce que ses membres sont moins frappés par la répression que ceux de la CGTU, que les communistes. Donc le risque d'expulsion est moins fort, ce qui permet du coup plus facilement aux Polonais de s'y engager. Et donc la CGT va ainsi dépasser les 10 000 adhérents. Cependant, c'est en 1936, après la réunification syndicale et après la victoire du Front populaire, alors qu'il y a une vague d'adhésion syndicale à travers tout le pays, à un moment où la CGT va rassembler 5 millions d'adhérents, il y aura plus de 100 000 Polonais adhérents et ils ont pris pleinement part aux grèves de 1936. Il y aura également quelques adhérents à la CFTC, syndicat chrétien, qui en théorie pourrait rencontrer le succès auprès de Polonais très croyants, mais cependant, même parmi les Polonais très pratiquants, peu vont adhérer à la CFTC, qui ne comptera que quelques centaines de membres. Donc les Polonais avaient le droit de se syndiquer, parce que les étrangers ont le droit de se syndiquer en France, mais ils n'ont pas le droit d'exercer de responsabilité dans ces syndicats, ni d'en créer. Cependant, il va y avoir un syndicat qui va se créer, alors je ne vais pas essayer de vous prononcer le nom polonais, je vais vous l'afficher, mais c'était du coup le ZRPF, qui est officiellement une simple association, mais qui dans les faits menait plutôt une activité syndicale. Créée en septembre 1924, elle va être combattue par la CGT et la CGTU, qui voyaient là une concurrence qui empêchait la solidarité de classe, et de plus, celle-ci se montrait très hostile aux organisations syndicales françaises. Donc il va y avoir pas mal de tensions, et ces tensions vont avoir plutôt tendance à décourager les Polonais à s'engager. Donc c'est pas vraiment gagnant-gagnant. Il y a également quelques Polonais qui vont adhérer au PCF, mais peu à cause du risque de répression, et des autres partis ne vont pas recruter. Que ce soit les Polonais socialistes qui vont plutôt adhérer au Parti socialiste polonais et non à la SFIO, contre d'autres forces politiques, elles ne cherchent absolument pas à attirer les Polonais. Et globalement, les Polonais ne vont pas non plus chercher à adhérer. Même en delà du risque d'exclusion, les Polonais ont souhaité aussi avoir une vie à part. Parce que, comme je vous l'ai dit, ils avaient l'espoir de rentrer au pays, donc ils n'avaient pas forcément d'intérêt à s'intégrer, mais également parce que le nationalisme polonais était très fort. Il était le fruit d'une lutte importante pour l'existence même de la Pologne comme État, puisque la Pologne pendant longtemps n'a pas existé comme pays, partagé entre la Russie, l'Autriche et l'Allemagne. Donc maintenant que la Pologne existe, il y avait un très fort attachement à ce pays, et donc à la polonité. Le fait de parler polonais, c'était important, le fait de garder les pratiques culturelles polonaises, c'était important, donc en changer, c'était vu comme mal. Et du coup, du fait de cette faible intégration, dans la majorité des cas, ils seront peu protégés par leurs collègues lorsqu'ils furent victimes d'expulsions à partir de 1931, dans le contexte de crise économique. Ainsi, entre 1933 et 1936, près de 20 000 Polonais sont expulsés, avec notamment un pic durant l'année 1934 pour les mineurs. Alors pour les autres professions, c'est plutôt l'année 1935, mais 1934, c'est vraiment l'année où il y a le plus d'expulsions de mineurs polonais. Lorsqu'ils sont expulsés, ils sont informés 48 heures avant. Il y a un billet qui leur est remis au moment où ils remontent de la mine, et ils ont alors 48 heures du coup pour faire leurs affaires, en ayant le droit de prendre que 30 kg par adulte et 20 kg par enfant. Et il y a également des enfants français, des enfants de mineurs polonais mais nés en France, qui sont expulsés en même temps, et ces Polonais vont être souvent dans la misère en Pologne, et parfois même subir le rejet, puisqu'ils sont alors vus plus comme des Polonais mais comme des Français, puisqu'ils ont malgré tout intégré certains éléments culturels français, ils ont un peu francisé leur langage. Et donc, eux qui étaient traités de sales polonais, de sales polacs en France, se voient traités de sales français en Pologne. Ainsi, en 1936, on ne compte plus que 422 694 polonais, soit 80 000 de moins qu'il y a 5 ans, une diminution de 17%. Après 1936, les recrutements vont reprendre légèrement, mais il n'y aura que quelques dizaines de milliers d'arrivées, 30 000 travailleurs, auxquels il faut ajouter un nombre équivalent de juifs, fuyant l'antisémitisme, qui se développe alors un peu partout, notamment également en Pologne, malheureusement. Mais eux arrivent plutôt clandestinement, donc c'est plus difficile d'en faire le compte. Contre les expulsions, il y a eu des mouvements de grève pour tenter d'y résister, il va y avoir l'occupation de Puy, mais beaucoup de Polonais vont être victimes d'expulsions pour ces luttes. Donc il y a Thomas Olzanski, qui pourtant avait la nationalité française, qui va être expulsé, Edward Gierek également, qui va être par la suite président de la Pologne, va être expulsé. Et ensuite va arriver la Seconde Guerre mondiale, où il y a encore une forte communauté polonaise en France, mais nous allons nous arrêter là, parce que la vidéo est déjà très longue, mais j'espère que ça vous intéressait. Je ferai une vidéo bonus sur le cas spécifique des Polonais à Champagnac et éventuellement à l'avenir parler également de
ce qui s'est passé ensuite pour la communauté polonaise, avec une partie qui a participé à la résistance, parce que voilà, ils étaient en lien avec les syndicats, parce qu'ils étaient anti-allemands, et qui vont aussi prendre part aux grèves anti-occupation dans les mines, puisque les mineurs vont être une profession qui va être très marquée par la résistance, notamment par la résistance communiste. Mais d'autres, au contraire, certains Polonais qui sont très anticommunistes, du fait des mauvaises relations entre la Pologne et l'URSS, qui se comprend, vont au contraire choisir la collaboration. Après la guerre, certains vont rentrer en Pologne pour participer à la reconstruction du pays, d'autres au contraire vont rester en France, et là, ils vont s'y installer de manière plus définitive et vraiment commencer à s'y intégrer. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager, n'hésitez pas également à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas également à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Au revoir tout le monde!